on confond un peu la santé du couple et la fréquence des relations sexuelles. La libido, on en parle souvent pour justement pour ramener les choses à la sexualité, mais en réalité, la libido, c'est un état d'être. C'est est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens détendue, est-ce que j'ai de l'énergie. Quand on dort avec son enfant, on est dans une hypervigilance. Ça n'est pas un état nerveux dans lequel on peut être pour avoir une relation sexuelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de On va tout partager. Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle qui va nous parler désir, couple, sexualité. Donc c'est vraiment l'objet de l'émission, c'est d'aller un peu creuser voilà, cette paire de désir, voire de sexualité, voire ce qu'on appelle de libido qui peut se produire dans le couple. On a déjà fait une émission avec une sexologue qui nous a parlé vraiment des violences qui pouvaient se produire dans le couple quand les femmes estimaient avoir perdu leur libido, comme on perd ses clés presque. Cette émission, elle est toujours disponible. Là, on va vraiment parler de l'avant. Effectivement, il existe des violences psychologiques liées à la sexualité et qu'il ne faut pas nier. Là, on va vraiment se centrer sur voilà, comment on peut retrouver ce désir quand les enfants ont pris tout l'espace dans le couple. Mais si bien sûr vous êtes victime de violences psychologiques, on vous encourage à regarder l'émission qu'on a pu faire avec Maëlys Castet. Alors Gabrielle, merci d'être là. Tu as la gentillesse de venir donc nous parler de ce que les parents peuvent rencontrer dans leur vie de couple, qui est communément appelé par eux, en tout cas, une perte de libido. Tu nous expliqueras que forcément, les mots ont un sens et que c'est pas toujours ça. L'intimité n'est pas forcément toujours liée au sexe. Le sexe commence pas nécessairement qu'avec le désir, etc. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais dans la vie et de ton programme ? Oui, bien sûr. Déjà, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être ici. Donc moi, je suis sexologue et thérapeute de couple depuis 5 ans maintenant. Et donc, au quotidien, je reçois des femmes, des hommes et des couples qui souhaitent mieux vivre, mieux comprendre leur intimité, leur sexualité et la relation dans laquelle ils sont. Et donc, je reçois en thérapie individuelle et en thérapie de couple. Et j'ai aussi lancé il y a peu, vraiment c'est récent, puisque j'ai lancé le 18 novembre, un programme qui s'appelle Désir Vivant et qui est un programme à suivre en autonomie, donc en vidéo, pour comprendre et nourrir le désir. Donc c'est un programme qui se suit en 4 temps. Le premier temps, c'est de la pédagogie autour du désir, parce que je pense qu'on manque tous et toutes d'éducation, cruellement d'éducation sexuelle. Et donc on a besoin aussi de remettre un peu de pédagogie sur tout ça, parce que tu disais d'avoir les bonnes définitions, de savoir de quoi on parle. Le deuxième temps, c'est de remettre notre histoire au centre aussi, parce qu'on est évidemment la somme de nos expériences et de nos relations et de notre éducation. Le troisième temps, c'est revenir dans le corps, parce qu'on est souvent un peu trop dans nos têtes. Donc retourner un peu dans le corps pour ressentir, c'est vraiment important. Et le quatrième temps, c'est de créer du lien avec l'autre. Une fois qu'on a toutes ces connaissances, comment est-ce que justement on aborde mieux le sujet pour que les discussions soient construites et que la sexualité puisse être alignée avec ce que vit le couple, ce que veut le couple et les deux personnes du couple. Aujourd'hui, on va donc aborder des témoignages qui ont été postés sur le groupe On va tout partager. Donc c'est un sujet qui revient assez régulièrement et je pense que tu vas complètement reconnaître l'objet de tes consultations. C'est-à-dire que je pense que ça va te parler et que ça va faire écho aux gens que tu reçois. Donc je vais commencer avec un premier témoignage. Donc là, on est vraiment autour de l'intimité et de la place que peuvent prendre les enfants. Donc on a une maman de 3 enfants qui nous dit, mon plus jeune, il dort bien, mais mes 2 plus grands, ils commencent à se coucher de plus en plus tard. Voilà, c'est des ados, surtout pendant les vacances. Et elle dit, de fait, son conjoint et elle, ils n'arrivent pas du tout à avoir des moments d'intimité sans que les enfants entendent tout. Elle dit, à part se lever en pleine nuit ou faire garder les enfants, est-ce que vous auriez des solutions ? Comment on maintient cette intimité quand en fait
les murs des chambres sont poreux. C'est vrai que forcément, la sexualité, quand on a des enfants, elle va changer. Puisque justement, on n'a plus tout l'espace qu'on souhaiterait pour vivre cette intimité. Et que c'est une intimité qui est de fait moins spontanée et plus qu'on a besoin de plus structurer. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est, je pense, faire en sorte que déjà la chambre des parents soit un espace un peu frontière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un espace ouvert à toute la famille, mais c'est vraiment un endroit où les parents peuvent se retrouver. Et je trouve ça important quand on est parent d'avoir un peu cette frontière qui est saine, hein, de se dire, bon, bah voilà, cet espace, c'est l'espace des parents, c'est l'espace du couple aussi, parce que je pense qu'on peut oublier à un certain moment qu'on est un couple et rester que des parents. Oui, ça devient... on se fait grignoter le terrain. Ouais, ça c'est sûr. Donc, tu vois, remettre une frontière à ce niveau-là. Et surtout aussi de se dire que effectivement la sexualité se fait plus discrète. Parce que je pense que c'est important que les enfants ne soient pas mêlés à la sexualité de leurs parents pour leur développement, etc. Et donc la sexualité se fait plus discrète. Mais le désir et la sexualité ont besoin d'une forme d'anticipation. C'est-à-dire que tout ne se crée pas au moment où on rentre en contact physiquement avec l'autre, mais ça se crée par ailleurs par de la tendresse, par des petits contacts, par des petits messages, etc. Et quand on parle d'intimité, on se réfère souvent à la sexualité et donc vraiment au moment où il y a... Le coït, quoi. Où il y a voilà. Alors qu'en réalité, il y a d'autres intimités avant qu'on peut développer. Donc tu vois, cette intimité émotionnelle où on est connecté, où on se raconte nos journées, où on se dit ce qu'on pense, où on partage. Il y a la connexion physique non sexuelle aussi, donc toute cette tendresse et ce contact. Et donc en fait, c'est vrai que tout ça, ça peut se passer sans forcément avoir besoin de se cacher. Et effectivement, quand on a des ados, quand on a des enfants plus jeunes, on a besoin que la sexualité des parents soit pas mêlée au quotidien des enfants. Et donc c'est une sexualité qui effectivement se fait plus discrète. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'elle peut commencer déjà en dehors de la chambre pour se concrétiser dans la chambre, mais de manière effectivement plus discrète. Où il faut ajuster le niveau sonore. Le niveau sonore, effectivement. On a un papa qui nous dit notre fils de 3 ans dort toujours avec ma femme et moi. On n'a plus d'intimité la nuit et nos rapports sont quasi inexistants. J'ai l'impression que notre couple n'existe plus. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ce que tu venais de dire, c'est-à-dire que l'intimité ne commence pas nécessairement juste à l'acte sexuel, mais il y a autre chose. C'est de dire j'ai l'impression que notre couple n'existe plus. C'est-à-dire de voir vraiment l'existence du couple à travers la sexualité finalement. On confond un peu la santé du couple et la fréquence des relations sexuelles. C'est un raccourci que moi je vois beaucoup en consultation. En fait, la santé du couple, elle peut, enfin en tout cas, elle est visible sur différents repères. Ce qu'on partage ensemble, quelle complicité on a, comment on se parle, comment est-ce qu'on se partage nos doutes, nos peurs, nos joies, nos peines en dehors de la sexualité, comment on se fait confiance, quel projet on a. Donc ça, c'est la santé du couple et c'est finalement comment le couple se porte. Est-ce que le couple va bien, est-ce que le couple va mal? Et la sexualité, c'est un des langages du couple. Mais effectivement, ça n'est pas le seul, mais ça en est un. Et c'est vrai que quand on dort avec son enfant, donc c'est le cas d'énormément de couples qui font du cododo jusqu'à assez tard, et c'est tout à fait ok. Mais c'est vrai que quand on dort avec son enfant, on est dans une hyper-vigilance, parce que forcément on est plus dans la protection de son enfant, dans le fait d'être attentif au fait que l'enfant dorme bien, soit bien, etc. Et donc ça n'est pas un état, ça n'est pas un état nerveux dans lequel on peut être pour avoir une relation sexuelle. Parce qu'en fait, pour avoir une relation sexuelle, on a besoin d'être dans un système nerveux qui est détendu, qui est apaisé. Et quand on est dans une hypervigilance ou dans une surveillance ou dans une protection de son enfant, on n'est pas dans... Le système nerveux peut pas être dans deux états en même temps. Et donc, forcément, c'est la protection et c'est la surveillance de l'enfant qui prime. Mais donc, pour ce père qui se pose cette question-là,
ce qui est intéressant, c'est de te dire, bon, bah, encore une fois, l'intimité du couple ne se vit pas juste dans la chambre. Et encore une fois, là, bah, la chambre, c'est aussi la chambre de l'enfant. Donc forcément, la sexualité ici n'est pas possible. Mais l'intimité peut être vécue à d'autres endroits de la maison. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se mettre un peu des petits signaux. Moi, j'aime bien conseiller ça au couple, c'est de se dire, bah, on peut cacher un peu dans la maison ou mettre un peu dans la maison des signaux pour se dire, ah bah tiens, là j'ai envie d'un rapprochement, ou là tiens, là j'ai envie d'un baiser, ou tiens, là j'ai envie qu'on soit ensemble, ou là j'ai envie qu'on soit en contact. Et ça peut être, bon bah voilà, tu vois, je mets le vase à cet endroit-là et c'est un signal. Ou bah tiens, on se cale des moments le soir, ou peut-être que même si on a envie d'aller se coucher tôt, on passe un peu plus de temps dans le salon pour avoir un moment de qualité. Et c'est vrai que ces temps de qualité qui sont propices au rapprochement, au désir et à la sexualité du couple. Quand on dort avec son enfant, bah, on a besoin justement peut-être de découvrir les autres pièces de la maison. Et oui, forcément, ça peut bouger à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on est souvent pris par le quotidien. Ouais. Et donc, on a cet épuisement, donc on enchaîne toutes nos tâches ménagères. Et puis derrière, bah, on file au lit. Donc, si en plus au lit, bah, y a un enfant de 3 ans dedans, Ouais. on commence à se perdre, quoi. Et c'est Ouais, vrai bien qu'il faut sûr. pouvoir se retrouver dans la journée, à d'autres moments. Ouais. Et vraiment, je ne sais pas s'il faut le mettre sur sa to-do list, mais en tout cas, il faut avoir ce réflexe. C'est une mécanique, je pense, à récupérer, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu vois, tu parlais de le mettre sur la to-do list. Je pense que c'est intéressant de planifier, en tout cas ces moments-là, et effectivement de le mettre sur l'agenda. Parce que sinon, c'est quelque chose qui passe après le reste. Et forcément, parce qu'il y a d'autres urgences avant à gérer. Mais je trouve ça intéressant de se dire que bah, c'est tout aussi important de prendre soin de l'autre. Et par prendre soin de l'autre, il y a bah, prendre soin aussi de notre intimité, prendre soin du fait de rester en contact et de garder cette proximité-là. Et donc, quand on le met sur l'agenda, là où c'est intéressant, c'est que, effectivement, bah, en tout cas pour la personne qui est en demande de ces moments-là, bah, c'est rassurant pour elle de dire bah, sur l'agenda, il y a ce moment-là qui est prévu. Et, euh, et donc, notre couple n'est pas laissé à l'abandon. Et pour la personne qui est plus dans la gestion et pour qui, bah, en fait, mettre ça en priorité, c'est compliqué, bah, c'est aussi un moment pour lequel elle peut se préparer et se dire ok, c'est chouette, on a quand même mardi prochain un moment où on est à deux. Et c'est un moment où on va peut-être préparer une pièce et donc peut-être mettre une bougie, peut-être pas mettre les mêmes sous-vêtements que d'habitude, peut-être se préparer un peu plus, peut-être rentrer dans une forme de séduction et se créer une bulle et un cocon qui est hors du quotidien, mais donc effectivement qui n'est pas dans la chambre, mais qui est pas plus mal aussi. Bah oui, complètement. Là, on a un autre témoignage et c'est ce qu'on vient de se dire, mais on a une maman où voilà, on a une charge mentale qui est très présente. Donc, elle est maman d'une petite fille d'1 an en congé parental. Son mari travaille, il rentre en fin de journée. Et elle disait voilà, jusqu'aux 10 mois de ma fille, j'ai enchaîné les nuits blanches. Donc, il y a C'est une dur. vraie fatigue qui se Ouais. crée à ce niveau-là. Ouais. Et elle disait, même si aujourd'hui elle fait ses nuits et ses siestes, ma libido est quasi inexistante. Je suis épuisée physiquement, mentalement, par la fatigue, ou alors j'ai tout simplement pas envie. Et voilà, elle explique que son couple, il est en crise parce qu'elle se retrouve plus avec le papa et que Ouais. leur vie sexuelle est peu active. Elle dit, je trouve mon mari très attirant, mais je n'ai pas de désir. Pour revenir un peu sur l'aspect définition, tu vois, je pense que ce dont cette femme parle, c'est pas forcément de son désir, c'est de sa libido. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la libido, on en parle souvent pour justement pour ramener les choses à la sexualité, mais en réalité, la libido, c'est un état d'être. C'est est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens détendue, est-ce que j'ai de l'énergie, est-ce que j'ai suffisamment d'énergie, parce qu'en fait, un rapport sexuel, c'est je suis en capacité, en tout cas j'ai la disponibilité mentale et physique de donner et de recevoir. Et en fait, la libido, quand on sent qu'on n'a pas d'énergie, quand on sent qu'on est fatigué, quand on sent qu'on a une charge mentale lourde à porter, bah, on n'est pas en capacité nerveuse, psychique et corporelle de donner et de recevoir. Et donc en fait, c'est pas tant qu'on n'a pas envie d'aller vers l'autre, c'est pas tant qu'on n'a pas envie de se rapprocher de l'autre, c'est juste que notre système nerveux, il nous protège
Et donc forcément, dans ces cas-là, la priorité, c'est de dormir, de prendre soin de soi, de retrouver un niveau d'énergie correct pour justement pouvoir être en contact avec l'autre de la bonne manière. Et c'est ça la priorité. Et donc en fait, dans ces moments-là, moi en tout cas, ce que je vois en consultation et ce que je conseille, c'est toujours de se dire, là, si je sens que j'ai pas d'énergie, qu'est-ce qui me remplit ? De quoi j'ai besoin pour rétablir mon niveau d'énergie ? Est-ce que c'est de faire du sport ? Est-ce que c'est d'avoir le temps de faire une sieste ? Est-ce que c'est de prendre un peu de temps avec et de pouvoir aller voir des potes ? Est-ce que c'est juste avoir un temps seul, un temps de lecture, un temps seul ou autre chose ? Enfin, en tout cas, quelque chose qui remplit. Parce que si on fonctionne en permanence en réservoir vide, on ne peut pas, notre corps et notre tête ne nous feront pas aller vers de la sexualité. Ils nous feront directement aller vers des choses qui vont nous recharger. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est le système de survie et de protection de notre corps. Donc, c'est important de se dire, ok, là je sens que je suis fatiguée, je sens que j'ai pas d'énergie, je sens que potentiellement, en fait, mon couple souffre et manque de ces contacts-là. Comment je peux prendre soin de moi pour retrouver cet élan vers la sexualité, cet élan vers mon partenaire ? Oui, c'est que le réel problème de cette situation, c'est plutôt la charge mentale. C'est qu'il faut réussir à faire baisser cette jauge. Ouais. Donc, ça va demander à ce que le papa participe à vraiment faire baisser cette jauge aussi. Exactement. Pour retrouver cette capacité mentale de se projeter dans une sexualité. Ouais, bien sûr. Et dans ces cas-là, mais vraiment ne pas hésiter à reprendre le planning. C'est-à-dire, voilà, là j'en ai trop dans mon assiette, j'ai vraiment besoin qu'on rééquilibre les choses. Et donc à ce moment-là, on se repose sur le planning et on se dit, comment on est cette semaine ? Et vraiment, si on doit le faire sur un très court terme, vraiment semaine après semaine ou même tous les 3 jours, pour rééquilibrer ça et retrouver un niveau d'énergie un peu correct, refaites le planning, redites-vous, est-ce qu'il y a des choses que je peux te transférer cette semaine qui pour moi sont trop ? Est-ce que je peux te les donner et on rééquilibrera les semaines suivantes quand on sera tous les deux un peu mieux. Mais effectivement, vraiment pas hésiter à se dire, on se transfère des choses juste pour récupérer, mais même parfois c'est 20 minutes. Enfin, tu vois, moi je le vois en consultation. Les femmes, elles me disent, mais si je pouvais avoir juste 20 minutes où je peux fermer la porte et fermer les yeux et m'allonger, déjà juste ça serait bien. Donc, tu vois, mais en fait, on voit souvent que si on donne à une femme... parce que oui, c'est très codifié dans les couples hétérosexuels, mais si on donne à une femme 20 minutes, en fait, elle va s'asseoir 2 minutes sur le canapé et elle va se mettre à ranger. Elle va se mettre à faire un truc qui n'est pas pour elle. En fait, elle a l'impression de faire un truc pour elle en disant « Trop cool, j'ai 20 minutes, j'expédie ces tâches ménagères, machin. » Donc, elles vont aller lancer une machine, elles vont aller faire ci, elles vont aller faire ça. Si on donne 20 minutes à leur mec... Non, il se pose. Ouais. Il va mater un film, il va mater son téléphone, il se pose. Et en fait, ça s'arrête jamais, quoi. Là-dedans, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que même quand on a 20 minutes, en fait, on va trouver plein de trucs à faire et se dire, mince, en fait, elles n'étaient pas vraiment pour moi, ces 20 minutes-là. Exactement. On n'a pas la même vision du temps libre. Exactement. C'est l'anticipation permanente. L'anticipation permanente des choses. Et je t'avoue que je suis dans cette situation parce que j'ai un bébé j'ai un tout petit bébé. Et donc, en fait, je vois en fait, l'équilibre qui se crée directement. Quand toi, tu es dans l'anticipation de 10 choses, moi, mon partenaire, il va beaucoup plus être dans le présent. Et parfois, j'ai envie de lui dire, mais en fait, si tu arrives à être dans le présent, c'est parce que moi, j'ai anticipé ça, en fait. Complètement. Mais donc, c'est vraiment ultra important, moi, je trouve, et c'est de la pédagogie quotidienne, hein, moi, je le vois. Et pourtant, je trouve quand même que je suis avec quelqu'un qui est assez bien éduqué sur le sujet, évidemment. Peut-être parce que j'en parle aussi beaucoup. Mais la répartition de la charge mentale, c'est une pédagogie quotidienne. Bien sûr. De dire, mais en fait, il n'y a pas de raison que cette semaine, je me fasse une semaine de fou et que j'ai pas de temps pour moi. Il n'y a pas de raison que j'ai pas de temps pour moi. Et je trouve ça intéressant, je trouve ça important, mais je trouve ça même fondamental de récupérer du temps pour soi. Sinon, on est en permanence avec une jauge vide d'énergie et on ne peut rien faire quand on a une jauge vide d'énergie. Et si on se dit, ok, allez, on a un rapport sexuel, ça va nous faire du bien, on va vite remarquer qu'en fait, on a du mal à ressentir. Parce que quand on a la tête pleine,
Le corps Ah bah oui, peut pas complètement. ressentir, peut pas ressentir de plaisir. Et c'est dommage, en fait, vivre un rapport sans ressentir de plaisir, Useless. c'est dommage parce que ça donne pas envie de recommencer. Ah bah non, oui, c'est clair. Pour le coup, c'est la tâche supplémentaire sur... Exactement, exactement. Et c'est tout justement ce qu'on veut pas vivre. Donc on a un nouveau témoignage sur l'intimité. Donc on en parlait déjà un peu, mais on a souvent tendance à mêler intimité et rapport sexuel. Ouais. Donc comment savoir si on est encore amoureuse de son compagnon ou si la relation est devenue surtout amicale, pleine d'affection mais sans désir sexuel. Après 10 ans de couple et 2 enfants, j'ai du mal à y voir clair. Je suis encore jeune et je veux pas rester dans ce deuxième schéma. Est-il Ouais. possible de raviver la flamme? Le regard des autres hommes me fait réaliser que mon compagnon ne me voit plus comme ça. Alors déjà, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que le fait en tout cas de tirer cette conclusion au travers du regard des autres hommes, ce qu'il faut savoir, c'est que le regard des autres hommes l'aide à réaliser que ça n'est pas juste une mère, c'est aussi une femme. Ça, je trouve ça intéressant de le dire, puisqu'effectivement, souvent, on peut se perdre un peu dans le rôle de mère et en oublier justement qu'on est une femme et une femme sexuelle avec des désirs. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a du désamour. Ça ne veut pas forcément dire que le couple va mal. Donc ça, je trouve ça important de le rappeler. Maintenant, c'est vrai que moins on a de temps pour soi et plus on a de difficultés en fait, à remettre le couple en priorité. Et donc, je pense que c'est bien à un moment de se dire comment est-ce qu'on remet le couple en priorité. C'est ça, elle nous dit comment est-ce que c'est possible de raviver la flamme quand t'as l'impression d'être devenu pote, voire colocataire, quoi. Moi, j'ai un peu de mal avec cette expression raviver la flamme parce que c'est comme si on était tout le temps en train de courir après quelque chose qui est, tu sais, une espèce de petite flamme là, qui est tout le temps, qu'il faut mettre à l'abri du vent parce que sinon tout peut s'éteindre en 2 minutes. Et en fait, ça donne je trouve, une impression de fragilité, alors qu'un couple, en fait, qui se construit et on a envie on a envie que ce soit solide. Alors maintenant, quelles sont les bases qui font que le couple peut se remettre en priorité? C'est se donner du temps, déjà. Donc, peut-être se dire, mais quel temps on se donne dans la semaine? En fait, si on fait le bilan du temps qui est apporté au couple dans la semaine et qui est donné au couple dans la semaine, combien de temps on a? Et c'est pas tant le nombre d'heures qu'on va se donner, parce que parfois, ça peut être 20 minutes ultra qualitatives, de se dire, viens, on se fait un petit dîner, est-ce que ça te dit qu'on fasse ça? Tiens, il y a des choses que j'aimerais partager avec toi. Mais déjà, de se donner une pleine présence et une pleine attention. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, et c'est un petit challenge que j'ai lancé sur mes réseaux sociaux euh, avec les personnes qui me suivent, c'est de dire, je me rends compte déjà dans ma vie personnelle que je me fais complètement avaler par le quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, je sors du boulot, je m'occupe de mon bébé. Une fois que mon bébé est couché, je me mets un peu sur mon tel, et puis en fait, tu te mets à scroller un peu longtemps, et puis ensuite tu fais à dîner, et puis ensuite tu as envie de te coucher. Et ensuite, tu te dis, mais attends, on s'est pas vu. En fait, on s'est pas vu ce soir. Je t'ai pas donné de temps. Et donc, en fait, ce que je disais un peu, c'est de se dire, déjà, effectivement, le portable, c'est quand même un peu la bête noire de nos vies. On passe beaucoup de temps sur nos téléphones et c'est du temps qu'on donne pas à l'autre. Beaucoup trop de temps. Et donc, déjà, se dire, est-ce qu'à un moment dans la soirée, on peut pas se mettre en mode avion et se dire, là, on se donne 1 heure de pleine présence où on s'écoute, où on se pose des questions et pas juste des questions un peu bateau de comment s'est passée ta journée, bien, et toi? Non, mais aller un peu plus loin, pousser un peu plus la conversation, mais raconte, t'es dans quel projet? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait du bien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont perturbé aujourd'hui? Donc déjà, pousser un peu plus la conversation, justement pour partir dans cette intimité plus émotionnelle. Tu vois, on fait souvent la comparaison entre la santé du couple et la sexualité. Mais pour moi, et je le vois vraiment dans les couples que je reçois, la santé du couple, elle est liée à l'intimité émotionnelle du couple. C'est-à-dire Bien qu'en fait, sûr. est-ce qu'on est proche au quotidien ou en fait, est-ce qu'on est plus proche quand cette personne qui écrit parle de colocation, est-ce que finalement, la seule chose qu'ils partagent aujourd'hui, c'est un frigo et les courses? Ou est-ce qu'il y a encore finalement justement ce temps de qualité, où il y a encore cet instant câlin où tu te retrouves et tu prends l'eau dans tes bras, tu prends le temps de l'embrasser et dire
comment ça va, raconte ta journée, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais manger ce soir, viens, on cuisine à deux. Et on a un moment de qualité ensemble. Et je pense que ce temps-là, il est indispensable aujourd'hui, déjà parce que en fait, il fait du bien. Carrément. Et aussi parce qu'il permet de se rapprocher plus facilement. Et en fait, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les couples me disent, bah, en fait, on se parle pas de la journée, le soir, on se retrouve pas, et au moment où on est dans le lit, il faudrait qu'on ait un rapport sexuel. Bah non, c'est pas possible. Bah oui, ça se passe pas comme ça. Et c'est vrai que là, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, euh, c'est qu'elle voit dans le regard des autres hommes une attention particulière, un désir qu'elle ressent plus forcément dans les yeux de son compagnon. Et c'est vrai que il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui peuvent avoir peur que l'autre aille voir ailleurs parce que justement, on va chercher cette étincelle, on va vouloir aller chercher ce petit piment et se sentir à nouveau un peu neuf aux yeux de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que parfois, on n'arrive pas à reconnecter et on va chercher ailleurs ce qu'on n'arrive pas à faire chez nous, quoi. Sur cette question-là, il y a une chose que Esther Perel dit très bien. Esther Perel, c'est une thérapeute de couple qui, en fait, explique très bien dans son livre, justement, Je t'aime, je te trompe. Et elle dit qu'en fait, pourquoi est-ce que finalement pourquoi est-ce qu'on est émoustillé justement dans le regard de l'autre? Pourquoi est-ce peut-être on peut avoir envie d'aller voir ailleurs, etc. C'est parce que à un moment, on ressent qu'on n'est plus soi-même dans le couple, et donc en fait, on va pas tant chercher à l'extérieur du sexe, on va chercher à l'extérieur une connexion, un lien, et à être soi-même d'une certaine manière, de choses qu'on ramène plus forcément chez soi, parce que on écourte les conversations, parce qu'on rentre moins dans le détail, parce qu'on est moins dans une connexion. Et donc c'est pour ça, tu vois, que je mets autant la focale sur le temps de qualité. Complètement. C'est qu'en fait, on a besoin d'être vu, et ça, c'est des besoins humains universels. On a besoin d'être vu, on a besoin d'être considéré, on a besoin d'être apprécié pour ce qu'on est, on a besoin de se sentir respecté. Et c'est des choses qui, quand elles ne sont plus dans le couple, on va avoir besoin d'aller le chercher à l'extérieur, et pas juste de se sentir belle ou beau à l'extérieur, mais de se sentir vu, en fait. Et ça passe par des temps de qualité et de la complicité dans le couple. Et je pense que tu le disais assez justement tout à l'heure, que les écrans ont pu prendre aussi une part du quotidien et donc grignoter un peu cette intimité, cette conversation qui pouvait y avoir et exister. Et c'est vrai que on peut se dire quand c'est possible, évidemment c'est un budget et tout le monde ne peut pas, mais quand c'est possible de sortir en fait, vraiment de se dire on prend pas nécessairement une babysitter que pour aller se rendre chez des amis. Des fois il faut la prendre pour nous. Il faut la prendre un mercredi soir pour aller au restaurant tous les deux. C'est vrai qu'on a quand même normalement un peu plus de scrupules à dégainer son téléphone et à être comme ça au restaurant. Donc normalement, c'est quand même un endroit où on se coupe un peu des écrans et du quotidien. Et on va un peu plus parler finalement et se raconter des choses. Et c'est vrai que dans le quotidien, on a tendance à faire des efforts financiers ou de fatigue pour aller sortir, voir ses amis, etc. Et on sort plus forcément voir notre conjoint. On n'a plus ce réflexe de dater, en fait, ce qu'on fait en début de relation. En fait, il faut dater son mari, quoi. Faut dater. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est trop bien parce qu'en fait, tu vois, en fait, de parler en tant que date, pas juste de dire, bah tiens, on se fait un resto ce soir avec mon mec, ou on se fait un resto ce soir avec ma copine et tout, mais plus de se dire, on part en date. C'est-à-dire qu'en fait, bah, je vais avoir envie aussi, quand je suis en date, d'être un peu plus dans la séduction, de faire attention à moi, de faire attention à l'autre, et en fait, de prendre un moment de plaisir. Complètement. Juste de prendre un moment de plaisir avec l'autre. Et ça passe juste par être des vraies pipelettes pendant le dîner. Parce que tu vois, il y a des couples qui me disent oui, mais ça nous arrive, où en fait, on se retrouve l'un en face de l'autre et on sait plus trop quoi se dire à part parler des enfants. En fait, l'idée, c'est pas de se retrouver à être des vraies pipelettes, mais de se dire, mais viens, prends juste un temps pour nous, en fait. On se fait plaisir aussi, sensoriellement parlant, dans juste déjà prendre le temps de manger au calme, de se dire que là, on est bien, d'être dans l'appréciation du moment, d'être pleinement avec l'autre. Et parfois, c'est juste ça, et ça n'a pas besoin d'être exceptionnel. D'ailleurs, je pense que les grands moments de joie se font aussi beaucoup dans l'ordinaire.
Ouais, d'avoir un... Juste de se prendre ce temps-là. Ouais, pour Complètement. l'autre. Pour Et soi de et pour peut-être un l'autre. peu plus... Enfin oui, en faire un événement. C'est-à-dire que bon, bah, si prendre une babysitter, c'est compliqué parce que c'est un budget, etc. Si on a la Ouais, possibilité de faire garder les enfants dans la famille, par les grands-parents, un oncle, une tante, un ami, ouais, voilà, vraiment, même si c'est dans le cadre de la maison, parce que en termes de budget, ça coûte moins cher et tout, de se bien dire, OK, sûr. ce soir, rendez-vous à 19h, on a apéro, quoi. Et j'aimerais quand même dire que ce serait sympa que ce soit pas la femme qui organise toujours ces rendez-vous-là, parce qu'il y a Oui, aussi des femmes qui, du coup, prennent dans leur charge mentale le fait d'organiser, voilà, justement, même cette vie de couple. C'est-à-dire que si ces rendez-vous existent là, parfois et souvent, ils existent parce que bah, y a quelqu'un qui a pris rendez-vous au restaurant, qui a exactement. planifié le truc, qui s'est dit ok, je sais que t'aimes les sushis, on va aller là. Je sais que donc voilà, c'est aussi de se dire bah, si vous voulez l'espace mental pour que derrière ce date ça se concrétise, bah, c'est comme au Ouais, début d'une relation. Il faut qu'en ouais, fait les deux soient mêlés à ces rendez-vous-là et à l'organisation de ces rendez-vous-là. ouais. Et je pense qu'il faut pas hésiter à demander parce que, en tout cas, j'ai l'impression, je vais pas faire de généralité parce que je trouve pas ça bien, mais que les femmes vont plus effectivement être dans le soin. Et donc, tu vas prendre soin de ces moments-là, prendre soin de l'autre, etc. Complètement. Mais en fait, je pense que c'est ultra important pas de responsabiliser l'autre, mais de dire ça me ferait super plaisir que ce soit toi qui organise. Ça me ferait vraiment trop plaisir que ce soit toi. Et je pense que, en fait, moi, je le vois dans les. Enfin, surtout, tu vois, dans les couples hétérosexuels que je reçois en consultation, mais les hommes ont envie de faire plaisir. Les hommes ont envie de faire du bien. Et donc, en fait, quand finalement tu. Pas juste leur dis, moi, attends, moi, la dernière fois, tu vois, là, ça fait 10 fois que j'organise tout, à toi de le faire, etc. Mais plus d'être, ça me ferait trop plaisir que ce soit toi qui organise, parce que je sais que tu peux me surprendre et je sais qu'on peut passer un trop bon moment. Renvoyer l'autre aussi, C'est responsabiliser ça. l'autre pour qu'il s'occupe de ces Oui, la moments-là, parce que je pense séduction que. va dans les deux sens. Et c'est vrai que quand on devient Exactement. parent, la séduction, elle passe quand même beaucoup au second plan et qu'il faut se remettre à se séduire, en fait. Et ça passe par plein de petites choses. Mais évidemment, essayer d'événementialiser un petit peu des rendez-vous, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Ouais, On va parler d'un sujet qui est un peu plus tabou. C'est-à-dire ouais, qu'on va assez classiquement parler d'une baisse de libido chez les femmes, et on l'a vu, qui est souvent liée à une charge mentale plus importante. Mais ça arrive également aux hommes, et ça peut être tout aussi difficile à vivre pour une femme, parce qu'elle va le prendre assez directement. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent se dire, ok, moi j'ai envie, mais là c'est lui qui n'a pas envie. Pourtant, il n'a pas, a priori, pas une grosse charge mentale, mais peut-être que si. Et on va le prendre perso direct, quoi. On va se dire, en fait, ouais, il me désire plus. Enfin, on va se dire, voilà, j'ai plus de confiance en moi. ouais. Est-ce que voilà, je me trouve pas jolie? Est-ce que je sers plus à rien, etc. Et donc, on a des femmes, bah là, on a une femme qui nous dit, bah, je suis confrontée au manque de libido de mon conjoint. Comment vous gérez ça? Mon homme ne peut plus prendre son médicament pour ça. Et avec son manque de désir, donc on comprend qu'il y a aussi un sujet d'impuissance, etc. Ouais, Elle dit, voilà, il peut plus prendre de médicaments pour ça. Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui potentiellement peut-être prenait du Viagra. ouais, Et avec son manque de désir, on se limite aux bisous et aux câlins. Avant, j'étais presque toujours celle qui initiait. Maintenant, si je ne le fais pas, il ne se passe rien. Je me sens frustrée et triste, comme si je ne lui plaisais plus. Et à 32 ans, je n'ai pas envie de renoncer à ma vie sexuelle. mm, Et là, c'est vrai que c'est une situation qu'on est moins habitué à rencontrer ouais, quand ce sont les hommes qui sont moins demandeurs ouais, que les femmes. ouais. Et là, il y a deux sujets, donc. J'ai pas effectivement la totalité de la situation de ce Complètement. couple-là, mais dans. En tout cas, j'ai l'impression que cette femme parle du coup peut-être du trouble érectile de son mari. Oui, Donc il y a deux sujets là-dedans. Il y a à la fois le sujet physiologique et donc potentiellement qui demande une prise de médicaments.
en tout cas qui nécessitent une prise de médicaments. Et il y a le sujet de la sexualité qui est plus psychosomatique, où en fait, pour que l'excitation, parce que l'excitation, en fait, une érection, qu'est-ce que c'est? L'excitation, c'est un symptôme d'excitation. Et l'excitation, dans les termes sexologiques, c'est tous les phénomènes physiques et mesurables dans le corps qui se manifestent quand le corps répond à un stimulus. Donc en fait, pour que cette excitation déjà descende dans le corps et ait lieu dans le corps, il faut que le système nerveux l'autorise. Donc c'est notre système nerveux qui gère tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, si notre système nerveux sympathique est plus actif, le système nerveux sympathique étant celui qui répond à tout ce qui est stress, angoisse, peur, pensée parasite, etc. Quand c'est ce système-là qui est plus actif, forcément, l'excitation va avoir plus de mal à descendre dans le corps parce que tout de suite, le cerveau se met plus en mode survie, plus en mode protection. Et sauf que dans l'imaginaire collectif, un homme est toujours dans son désir spontané, est toujours dans une excitation spontanée. Alors que les hommes aussi répondent au stress, à la charge mentale, potentiellement aussi pour eux, la sexualité, c'est l'obligation de devoir avoir une érection dure et qui dure pendant tout le rapport, l'obligation de devoir aussi tenir longtemps. En fait, il y a des tas aussi D'injonction. d'injonctions pour les hommes qui, en fait, ne sont pas bonnes non plus. C'est-à-dire que, non, un homme n'est pas toujours dans un désir spontané. Non, un homme n'est pas toujours excité. On n'est pas des bêtes, quoi. Exactement. Et donc, en fait, ce qui pourrait être intéressant pour ce couple, c'est déjà de s'interroger sur, en fait, est-ce que la sexualité est devenue un stress dans le couple? Et si oui, pourquoi? Pourquoi c'est devenu un stress dans le couple? Et qu'est-ce que ça crée aussi chez cet homme? Parce que potentiellement, chez cet homme, en fait, il y a peut-être un stress et des peurs intériorisées là-dessus qui font qu'en fait, c'est plus difficile pour lui de ressentir une excitation et il doit très certainement en souffrir. Donc, je trouve ça bien que peut-être qu'il se pose ces questions-là ou qu'il se fasse accompagner là-dessus. Et effectivement, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit aussi dans la suite de son témoignage que c'est plus elle qui est à l'initiative donc des rapports. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent en consultation parce que tu as souvent une personne qui initie plus que l'autre, qui est plus en demande. Et à un moment, cette personne-là va un peu se lasser et dire « mais moi aussi, j'ai envie qu'on vienne me chercher, moi aussi, j'ai envie qu'on me désire. Et du coup, je me sens rejetée parce que l'autre personne ne vient pas me chercher, etc. » Et il y a quand même deux types de désirs, et je trouve ça intéressant quand même de le dire. Il y a un désir qu'on appelle spontané, il y a un désir qu'on appelle réactif. Le désir spontané, c'est celui qui va survenir un peu en anticipation au rapport sexuel. C'est en fait, je me projette déjà sur le plaisir qu'on va prendre ensemble, je me projette déjà sur le moment, et donc je suis déjà dans cette envie, et donc je te propose à ce moment-là quelque chose. Et la personne qui est plus en désir réactif, c'est une personne qui va plus répondre à un contexte, qui va plus répondre à la demande de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'elle a moins envie, mais juste elle est plus en réaction à un contexte propice à l'émergence d'un désir, d'une excitation, à un moment de sécurité, etc. Et parfois, la dynamique, c'est celle-là. Il y a une personne qui est plus en spontané, l'autre qui est plus en réactif. Il y a une personne qui est plus à l'initiative et l'autre personne qui est plus dans la réponse. Et c'est pas très grave. Ce schéma-là n'est pas grave. En revanche, si ça crée de la souffrance, je trouve ça toujours bien quand même d'adresser ces sujets-là. Oui, d'aller en discuter avec quelqu'un. D'aller en discuter avec quelqu'un parce que souvent, en fait, on va fermer la conversation alors que c'est plus un sujet qui a besoin d'être ouvert plutôt que de s'isoler chacun dans son coin. De se dire, voilà, je suis en souffrance parce que je me sens pas désirée ou je suis en souffrance parce que j'arrive plus à ressentir d'excitation. De se dire que ni l'un ni l'autre n'est fautif et d'adresser ce sujet pour s'éduquer ensemble. Complètement. Pour en parler, pour ouvrir le sujet et sortir un peu de ce silence et de ce tabou. Je pense que c'est une bonne chose. On a un autre témoignage qui est un peu en ce sens. Ouais. Où là, visiblement, il y a eu tout de même de la conversation. Ouais. Une femme qui dit « Mon conjoint m'a avoué ne plus avoir de désir pour moi.
Donc on comprend désir sexuel. Ouais. Même s'il continue à aimer mon corps et à le trouver joli, je me retrouve donc face à une absence de rapport sexuel et ça me fait peur pour notre intimité et notre relation. C'est frustrant et angoissant de ressentir ce vide alors que je souhaite garder une vie sexuelle épanouie. Là, on est vraiment face à quelqu'un qui, je pense, aime sa femme et la trouve jolie, mais ne ressent pas l'envie que l'intimité se poursuive jusqu'à un acte sexuel. Est-ce qu'il y a parfois une acceptation à faire qu'il y ait quelqu'un chez qui ça... Enfin, est-ce que ça peut ne pas revenir, cette envie sexuelle? Est-ce que ça peut ne pas faire partie, en fait, de notre vision du couple, d'avoir de rapports sexuels et dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il y aura ce fossé et qu'il faut imaginer peut-être un autre type de relation? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le désir, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. C'est quelque chose qui est très cyclique. Et en fait, on a un peu été éduqués au fait de se dire que le désir a une sorte de linéarité un peu magique et que donc on a envie de sexe toutes les semaines de la même manière, tous les mois, les années passant, toujours autant envie de sexe, etc. C'est pas le cas. En fait, le désir sexuel et la libido, tout comme l'excitation, sont très liés à notre état et donc à Complètement. notre état nerveux, comment on se sent, est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on a de l'énergie, est-ce qu'on se sent bien dans sa peau, comment va la relation, comment on se sent avec l'autre. Et donc en fait, c'est tout un tas quand même de facteurs qui peuvent avoir euh, une incidence directe sur la manière dont on va ressentir du désir pour l'autre. Et encore une fois, ça ne dit rien de l'amour qu'on porte à l'autre. Et c'est difficile de dire, mais ne le prenez pas personnellement, parce que je pense que forcément, on va se dire, si l'autre personne n'a pas envie de moi, c'est qu'il y a un problème dans le couple, et tout de suite, en fait, ça va devenir un sujet qui va nous tracasser. Mais ouvrez les sujets. Et ne l'ouvrez pas juste sur la question de la sexualité, c'est-à-dire pourquoi tu ne me désires pas, tu ne me trouves plus belle, tu ne m'aimes plus, tu n'es plus excitée par moi, notre sexualité est une routine, et juste de voir en fait les choses sous un seul prisme, qui est le prisme finalement de est-ce que je suis encore une partenaire sexuelle pour toi ou est-ce que notre sexualité est terminée à jamais, mais plus de se dire de quoi toi tu aurais besoin, peut-être venant de moi, peut-être venant de notre vie, de notre environnement, de notre routine, de notre communication, pour que ton désir revienne. Et encore une fois, le désir est cyclique. Donc parfois, il y a aussi une question d'acceptation. Tu as raison de se dire, j'accepte cette phase dans laquelle on est, et j'en profite pour nourrir les autres types d'intimité. Donc l'intimité sociale, l'intimité émotionnelle, l'intimité spirituelle, ce qui fait qu'on est ensemble, ce qui fait qu'on a des valeurs communes, ce qui fait qu'on a choisi de se mettre en couple, ce qui fait qu'on a choisi d'être ensemble. Et d'accepter qu'effectivement, il y a ces cycles-là et que c'est pas linéaire et que on en traverse plein au cours de sa vie. Et Un vrai roller coaster. exactement, exactement. Et je pense que, tu vois, moi, il y a plein de couples qui viennent me voir en consultation et qui disent, mais voilà, on n'a plus de rapport depuis quelques mois parce qu'il y a eu une naissance, ou alors il y a eu une perte d'emploi, ou alors il y a eu une maladie, ou alors il y a eu la perte d'un proche. Et c'est normal que dans ces moments-là, il y ait moins de désir, il y a moins d'excitation, il y a moins de libido, parce que la tête, parce que le système nerveux est occupé à autre chose. Complètement. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un peu le dernier témoignage que je vais t'apporter, mais c'est que c'est mis en corrélation aussi avec le poids de la norme. C'est-à-dire qu'on a une maman qui nous dit, voilà, je suis un couple avec enfants, mari, 2 enfants, bas âge, vie sexuelle irrégulière. Et elle dit, parfois, on arrive à se retrouver une fois par semaine, parfois beaucoup moins. Et je me demande si c'est moi qui suis exigeante ou si ce rythme est réaliste pour un couple avec des enfants. Et c'est-à-dire qu'on entend tellement, normalement, il faut le faire X fois par semaine, machin, etc. Qu'on se met peut-être beaucoup dans la tête que santé du couple égale rapport sexuel, du moins régulier et spontané. Et de fait, voilà, elle le fait moins parce qu'elle a des enfants, ce qui est normal. L'assiette est à partager entre beaucoup de personnes maintenant sur l'attention à se donner. Ouais. Et voilà, il y a ce truc de est-ce qu'on le fait assez ?
Mais est-ce qu'on le fait assez pour qui, en fait? Enfin, c'est vrai Il que y a c'est pas de toujours, normes. ouais, c'est ça Il y a c'est pas de ça normes. qui est compliqué, c'est de déconstruire tout ça, en fait. Ouais, en fait, il y a un désapprentissage de... surtout, je trouve, en tout cas en tant que femme, de se dire, bah, on a appris la sexualité dans le faire plaisir, dans la disponibilité à l'autre, dans bah, je fais les choses pour toi, je te fais plaisir. Et d'ailleurs, moi, j'ai plein de femmes qui me disent en consultation, mon plaisir passe par le plaisir de l'autre. Autrement dit, en fait, bah, je m'oublie un peu. En fait, tu vois, le message Oui. qui est sous-jacent, c'est je m'oublie un peu au profit de ton plaisir à toi, parce qu'il faut satisfaire sexuellement l'homme avec un grand H, etc. Oui, puis c'est la vision de la récompense, en fait. Exactement. Exactement. Et du bien-être du couple. Parce qu'effectivement, si mon homme, si mon partenaire est satisfait sexuellement, bah, il me quittera pas. Il me quittera pas. Et donc, le couple n'est pas en danger. Euh, et en fait, ce que j'ai vraiment envie de dire là-dessus, c'est que votre plaisir est tout aussi important que le plaisir de votre partenaire. Et qu'en fait, la fréquence n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'en fait, on peut avoir 5 rapports par semaine et des rapports qui sont sans plaisir, sans attention particulière à l'autre, sans prendre soin de l'autre. J'ai envie de vous dire, en fait, si vous avez un rapport sexuel par an, mais que ce rapport, il est rempli d'amour, d'attention, de plaisir véritable, de consentement et d'un vrai temps partagé, bah go, c'est top, c'est ce qu'il faut. En fait, un rapport sexuel doit émaner de ça, doit pas émaner de quelque chose que l'on doit faire, mais plutôt de quelque chose que l'on souhaite faire. Et encore une fois, je souhaite Esther Perel, tu vas penser que je suis complètement obsédée, mais parce qu'en fait, je trouve elle est assez juste dans ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, un rapport sexuel, c'est pas quelque chose que l'on fait, mais c'est un endroit où l'on va. C'est quelque chose que l'on montre à l'autre, que l'on dévoile de l'autre. Qu'est-ce que je vais te montrer de moi aujourd'hui au travers de cette intimité? Et c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'en fait, un rapport sexuel, alors aujourd'hui, effectivement, c'est très scripté. Euh, on s'embrasse, je t'enlève ta culotte, tu m'enlèves mon slip, on se déshabille, on s'embrasse rapidement, des préliminaires un peu rapides, puis on passe à la pénétration, puis ensuite c'est la fin du rapport. En réalité, ce script-là, il nous enlève toute créativité dans ce que ça peut être, alors qu'en fait, ça peut être tout. Un rapport sexuel, ça peut juste le fait d'être complètement nu et d'être l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Ça peut être le fait juste de s'embrasser, de se caresser. Si on a envie d'aller jusqu'à la pénétration, ça va jusqu'à la pénétration. Ça peut continuer au-delà de la pénétration. Ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut prendre la forme de ce qu'on veut. Et ça, on l'oublie parce que forcément, bah, on n'a qu'un seul modèle et qu'on n'a pas d'éducation sexuelle. Mais euh, voilà, se dire que la fréquence ne fait pas la bonne sexualité d'un couple. C'est plus l'intention qu'on y met. Oui, et puis ne pas se comparer aussi. C'est-à-dire que, Ouais, bon, peut y avoir des discussions de copines, de copains, etc., où on se dit, ah, ok, eux, ils le font plus souvent en machin, mais en fait, eux, peut-être qu'ils se parlent pas, peut-être qu'il y en a un exactement. qui se force, peut-être que c'est le seul truc qu'ils ont de la semaine en commun. On n'en sait Ouais, rien. Et on puis, n'en même sait s'ils rien. étaient très heureux sur tous les aspects, bah, tant mieux. Mais il Mm. y a 15 000 histoires à écrire et c'est pas forcément celle-ci la vôtre. En fait, il faut arrêter de se comparer aussi. Ouais, arrêtez de se comparer parce qu'encore une fois, il n'y a pas de normes. Et, euh, et je reviens, tu vois, rapidement, je fais juste une petite ellipse sur le programme que j'ai créé, Désir Vivant. Parce que dans ce programme-là, en fait, j'ai condensé, donc ça fait effectivement 5 ans que je pratique, et donc j'ai quand même beaucoup de cas cliniques maintenant. Et donc, je réponds à tous ces questionnements-là. C'est finalement toutes les questions que se posent ces couples, tu vois, tous les témoignages qu'on reçoit sur mais comment ça se passe quand on ressent qu'on n'a plus de désir sexuel? Comment ça se passe quand on sent qu'on n'a plus d'énergie? Comment ça se passe quand on sent euh, qu'on a moins de temps à deux? La santé du couple, recréer du lien. Je trouve ça important, en fait, de comprendre tout ça. Déjà, le désir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'autre? Par quoi ça passe? Qu'est-ce qui va être des moteurs de désir? Quels vont être les moteurs d'excitation que nous, on va mettre en place dans notre couple? Je trouve que tout ça, c'est vraiment important de s'y intéresser. Et je pense que les personnes qui nous écouteront aujourd'hui sont des personnes que ça intéresse. Mais c'est un bon programme, en tout cas, si vous souhaitez vous faire accompagner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sautent pas forcément le pas
d'aller voir une sexologue ou, une thérapeute de, ou un thérapeute de couple. Parce que c'est engageant, finalement, d'aller adresser ces sujets-là. En plus, c'est des sujets super tabous. C'est assez engageant d'aller adresser ces sujets à quelqu'un. Et donc, potentiellement, suivre un programme en autonomie et le faire avec l'autre. Pas vous dire que vous êtes le ou la seule responsable de cette situation, mais de partager la responsabilité de la sexualité à deux. C'est un bon programme, en tout cas, pour apprendre ou désapprendre sur tous ces sujets. Merci beaucoup, Gabrielle. C'est la fin de notre émission. Donc, je rappelle effectivement que tu es l'autrice d'un programme Désir vivant et qu'on peut également te retrouver sur les réseaux sociaux et en consultation. Oui. Merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci.